16 heures. Aujourd'hui, on est gâtés. On a deux invités de passage et qui vont nous donner leur point de vue sur l'actualité de la Martinique d'une part et du monde. Parce qu'ils ont l'œil, les oreilles et ça bouge chez eux. Il leur est arrivé de donner la parole à M. Périsson, qui va nous parler un peu de la situation en Martinique depuis quelque temps, qui fait la une de l'actualité de le monde. Et comment voit-il les choses, étant donné qu'il est sur le terrain. Monsieur Périsson, merci de venir dans notre émission. Dans l'émission D'un bon moment élevé, sur fréquence particulière 106.3 les vendredis 15h-16h. Merci à vous. C'est une très belle surprise pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Merci à Théo. Comme je ne peux plus bouger, Théo, il bouge de partout. Alors il prend tout ce qu'il trouve. Et les meilleurs. Merci Théo. Alors vous écoute, M. Périsson. Quelle est la situation en Martinique? La situation en Martinique n'a pas trop changé depuis 1848. C'est-à-dire que c'est toujours une domination organisée par certains, au profit de certains, et pour le maintien d'une soumission à l'État colonial. Alors, il y a des mouvements depuis 1848 d'ailleurs, et j'ai en face de moi un patriarche qui a bien lutté depuis des années, mais on se rend compte d'une chose, c'est que la France ne changera pas. Le lion ne va jamais se transformer en gazelle. Donc c'est à nous de devenir des lions. Et là, nous avons un positionnement au mouvement politique spirituel Moon, où nous disons très clairement que la Martinique est riche de son sous-sol, de son sol, de son histoire, de sa spiritualité. Et que nous avons tout pour faire avec nous, par nous, pour nous. Et être un rayon de lumière pour le monde entier. Et si de grands hommes ont émergé dans notre territoire, c'est parce qu'il y a une fréquence qui le permet. Et donc, parmi ces hommes, il y a Césaire, il y a Fanon, il y a eu Alfred Marie-Jeanne, enfin il est là, enfin, en tant que politique. Il y en a d'autres, et il y a une génération là aujourd'hui qui doit comprendre que le béquet ne changera pas, que la France ne changera pas, et qu'on aura beau supplier, quémander, elle ne changera pas. Deuxième chose, nous sommes empoisonnés non seulement physiquement par la chlordécone, mais nous sommes aussi empoisonnés psychiquement, intellectuellement, donc spirituellement. Et donc ce que nous on fait depuis quelque temps, c'est qu'on organise des manifestations, nous, avec les artisans et l'ingénierie de notre pays, pour montrer que tout est possible. La Martinique regorge de ressources de la même faille sédimentaire allant du Venezuela et arrivant jusqu'à nous. Donc ça veut dire que nous avons exactement les terres rares, les ressources en gaz et en minerais de tout genre, notamment du pétrole, mais nous avons le soleil aussi, qui est une source extraordinaire d'énergie. Nous avons l'eau, nous avons tout pour chez nous. Donc, tant qu'on va vouloir être dans une position où on demande à l'autre, s'il te plaît, vous le maintenez dans sa position de faire ce qu'il veut quand il veut. Et ce que nous disons, c'est que la demande d'égalité qui est faite depuis des années, s'il y a une demande d'égalité, c'est bien parce que l'autre n'a pas voulu vous la donner.
dans le pays qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. Parole. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de vous la donner. Et donc je veux pour preuve l'insurrection du Sud avec Lubin, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous imaginez que nous sommes toujours avec des circonstances différentes, mais dans le même état d'esprit. C'est-à-dire à demander justice, à demander égalité à un pays qui vous dit « je vous abolis et je vous offre une chance extraordinaire de rentrer dans la citoyenneté, liberté, égalité, fraternité ». On constate que c'est un leurre, que c'est une illusion. Et nous avons fait, nous, dernièrement, une vidéo sur le 14 février, où nous disions très clairement que le Parti communiste, en 1974, avait fait un titre dans le journal Justice, où il disait très clairement des milliers de travailleurs se sont soulevés contre la vie chère. En 1974, nous sommes en 2025. Le même combat revient en 2009, en 2024, 2025. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand on dit que nous, soit même maladie à 40 ans, dit encore, c'est qu'il n'y a pas faire pour barrer. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une clé qu'on n'a pas tournée. Si on répète les mêmes choses, de génération en génération. C'est pour ça que nous, on a pris le pari de regarder notre pays et de voir s'il y avait déjà l'indépendance en quelque part. Au-delà de tout ce qui a déjà été fait par les générations précédentes. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé la mer indépendant, de l'eau indépendant, terre indépendant, pied-bois indépendant. Ils n'attendent que nous. Les richesses contenues dans notre pays n'attendent que nous. C'est-à-dire que nous ayons le courage, l'honnêteté d'avoir confiance dans notre pays afin que notre pays nous redonne cette confiance-là. Donc, par rapport aux derniers événements, nous avons fait une déclaration d'indépendance avec un programme et un cap le 1er novembre 2024. Et donc, c'est pour ça que je suis ici, parce que ça a fait l'objet de discussions, de polémiques aussi, hein? Pas de problème. Mais ça a soulevé des interrogations et donc nous sommes invités au salon de la spiritualité kamite ce samedi qui a lieu à Agnières pour justement parler de la puissance et de l'abondance qui nous attend, parce que si le colon va en quelque part, c'est parce qu'il y a une richesse en quelque part. Il n'y a pas qu'à l'écouter qui n'y a rien. S'il te déporte, c'est parce que tu as une valeur, tu as des capacités que lui n'a pas. C'est tout. Donc maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de nous organiser pour que ce pouvoir intrinsèque dans nos entrailles puisse émerger, organiser la société? Donc c'est ça le but de notre présence, c'est pour dire à toutes et à tous, nous sommes puissants, nous sommes forts, et c'est parce que nous sommes riches que l'autre veut prendre notre place, veut nous exploiter, veut nos territoires et veut nous éradiquer. Et pour faire basculer tout ça, faire prendre conscience à la société, quelle est la démarche? La démarche que nous proposons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout chacun, dans ses actes de la vie de tous les jours, choisisse son pays, choisisse ses ancêtres, choisisse ses pratiques. Je donne un exemple. Là, on a eu deux fois, une fois le 4 janvier, 1000 personnes, une deuxième fois le 1er mars, 1000 personnes, dans des manifestations où tout était tourné sur nos pratiques. Par exemple, le 4 janvier, nous avons fait ce qu'on appelle le marché Makaya. Les gars par nous, t'es fait un bain démarré, sauf que personne n'a pensé que ça pouvait être une source d'économie. Si Noël est une source d'économie, c'est-à-dire quelque chose venu de l'autre, pourquoi nos pratiques ancestrales, c'est quoi Makaya? Tu as un certain âge. Il y a mandat de parler. Hein? Il y a mandat de parler. Pourtant, tu as fait jouer des Dix vinyle haïtiens où c'était marqué Makaya dessus. Il y avait une
comment on appelle ça? Maison de Dix. Une maison de Dix. Tout Dix haïtien, c'était marqué Makaya, en noir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Makaya? Feuille. Bain de feuilles. Donc, période pour se purifier, se nettoyer. Je connais ça. Bon. Alors, pourquoi ça ne peut pas être une source d'activité économique autour de nos valeurs? Parce qu'en fait, tout le temps qu'on veut exister dans les valeurs de l'autre, dans la pensée de l'autre, dans l'administratif de l'autre, dans le logiciel, même dans la littérature de l'autre, il a gagné. Il a gagné. Ça donne peau noire, masque blanc, de fanon. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, aujourd'hui, il faut que nous allions plus loin, et c'est pour ça que nous nous inspirons des travaux de Nusiri Kalala Mutunde, Dombi Fakoli, mais aussi d'un grand de chez nous, Eugène Mona. Quand il faisait ses déclarations, il disait qu'il faut retourner à la terre, et il faut que le Martiniquais comprenne qu'il faut qu'il plante à nouveau, qu'on nous a fait croire que c'était de la misère, mais là, ça fait l'huile coco, ça fait l'huile. Et par exemple, entre 39 et 47, la Martinique produisait son essence. Les gens ne le savent pas. Entre 39 et 47, la Martinique produisait son essence. Le franc martiniquais était plus fort que le franc français. Et oui, il y avait deux monnaies. Tous les crédits mutuels et les crédits artisanaux ont été faits par le cordonnier, le boucher du coin qui se sont rassemblés. On a déjà des exemples où nous avons déjà eu économiquement le pouvoir. Sauf qu'on nous a vendu ça comme si c'était de la misère. Donc, en réalité, nous avons déjà un socle sur lequel on peut s'appuyer pour dire aux Martiniquais, ayons confiance en nous. Créons. Parce que le pouvoir illusoire de l'européen, de l'occidental, qui fait croire que c'est le pouvoir d'achat qui te permet d'exister et d'être quelqu'un. Nous pensons que tout en que tu es dans le pouvoir d'achat, tu es asservi à ce qu'on te donne à acheter. Donc, le pouvoir de créer. Or, notre territoire gorge de richesses, de créateurs, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau entrepreneurial, à tous les niveaux. Sauf que tout le temps qu'on est sous la domination française, on est bloqué. Ce n'est pas Cuba qui vit le plus grand embargo. C'est nous. Et j'en veux pour preuve un biologiste, je ne vais pas donner son nom pour ne pas qu'il ait de problème, parce qu'il y a baril, mais un biologiste martiniquais qui fait des produits extraordinaires avec le bambou et des remèdes efficaces pour les yeux. On l'empêche de se développer. À Cuba, la souche de bambou vaut 400 000 euros. En Martinique, on coupe. C'est-à-dire que notre territoire en termes de biodiversité, de biotope, est riche. Plus riche que la France. Puisque c'est le biotope des dites colonies qui fait la richesse du biotope français. Donc nous l'avons. Nous sommes riches. La France produit du café, du chocolat. Non. Plus gros consommateur, plus gros vendeur, oui. Plus gros profiteur, oui. Mais en réalité, c'est nous qui, depuis toujours, avons fourni à l'Occident l'écriture, la lecture, la médecine, les capacités de transformation. Parce que c'est quoi, nous, la peau noire? Ce n'est pas une couleur de peau. C'est une fréquence spirituelle qui est capable de capter les énergies, de les transformer pour créer. C'est ça notre capacité. Et c'est pour ça que les plus grands inventeurs sont bien souvent noirs, même si des fois ils sont cachés. C'est ça. Et je me réfère à ces travaux-là parce qu'il a fait un travail énorme sur Kalala Mutunde sur ça, et pour donner confiance. Parce que tout le temps que tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas prendre ton indépendance. Pour prendre ton indépendance, comme n'importe quelle personne dans sa vie personnelle, il faut un minimum de confiance, qu'on peut payer le loyer, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. Si on n'a pas de confiance, on peut être les parents. Donc, ce que je suis en train de dire, en sachant que la France pour nous n'est pas ma mère ni mon père. Bon, c'est un profiteur. Et comme a dit le préfet qui s'en est allé dernièrement, nos valeurs n'existent parce qu'elles s'imposent par la force. Il a dit cette phrase lorsqu'il a fait une cérémonie de remerciement au CRS 8, aux gendarmes et aux policiers. Et il a même dit que c'est ainsi que la République existe.
Une fois qu'il a dit ça, il a tout dit. Je le répète, à qui veut, regarde ça va pied bois. Mais c'est on trouve sa déclaration sur les réseaux, Google, vous tapez Martinique Première, la déclaration est écrite. Il dit texto ce que je viens de dire. Donc, ceux qui pensent qu'un bourreau qui est venu s'imposer par la force va par je ne sais quel miracle s'apesantir, devenir tout d'un coup bienveillant, devenir un gentil, on est dans l'histoire du petit chaperon rouge et du loup. Donc c'est pas parce que le loup va s'habiller en grand-mère qu'il n'est plus loup. Et quelle est la réaction des gens quand vous tenez de tels... Évidemment, on ne fait pas l'unanimité. Par contre, il y a des gens qui comprennent bien que si tu consommes martiniquais, si tu produis martiniquais, si tu fais tes pratiques ancestrales martiniquaises, tu crées déjà un champ énergétique et de fréquence où l'autre, tu ne fais plus en fonction de l'autre. Je ne fais pas contre le mur, je fais d'abord pour installer ma parole. Je fais pour installer ma puissance, je fais pour vivre ma puissance. C'est un choix de notre part. C'est-à-dire que nous, on a fait un constat et en fait, on a constaté que ce qu'on appelle l'ingénierie sociale et que tu as appelé tout à l'heure lavage de cerveau. Ce que tu as dit en termes de lavage de cerveau, c'est que en fait, on fait tout en fonction du colon et de ses habitudes. Ça s'appelle la créolisation d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait tout en fonction de ce que... On a même importé nos habitudes de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, quand avant l'amiral Robert, nos ancêtres allaient sur les tombes donner à manger à leurs ancêtres. L'amiral Robert a fait enlever ça et a diabolisé notre pratique. Une fois que tu diabolises ce que tu es, donc ça veut dire que tu mets en avant les pratiques de l'autre et que tu veux prendre même ton indépendance, autonomie, ce que tu veux, souveraineté, appelle-le comme tu veux, et que tu veux le faire, mais selon les règles de l'autre. Mais il a gagné. Il a gagné. Donc aujourd'hui, au début, on a été un peu regardé bizarrement, mais je répète, quand on fait des manifestations, on a quand même près de 1 millier de personnes. C'est pas mal. Et puis nous sommes relativement suivis, tellement qu'on est suivis, qu'on est invité maintenant dans des mouvements, et dans des radios, dans des librairies. Nous venons de faire 2 conférences à Mahatkem et à Taméry. Et tu es quelqu'un qui promeut la lecture, et tu as raison. Mais maintenant, une fois qu'on a lu, comment on la met en pratique dans notre vie de tous les jours. Donc, dans notre vie de tous les jours, si, comme disait Eugène Mouna, on fait Jésus, il n'a pas qu'à manifester. Si on fait Diabolo, il n'a pas qu'à manifester. Donc, si on fait Zancet, il n'a aussi pas qu'à manifester. Donc, c'est ça. Ça veut dire que nous sommes la manifestation de ce que nous disons. La parole, il prend la caille, il dit que le verbe s'est fait chair. Quel verbe on emploie? Quel mot on emploie? Et c'est grâce à des grands frères, mais je peux même dire des pères, comme Alex Ferdinand, qui nous ont dit, donc, par exemple, moi j'ai un mot, ne plus dire métropole, dire France. Oui, c'est grâce à vous qu'on peut dire. Voilà, mais ça c'est important. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire d'un triangle quadrilatère ou bien hexagone ou bien métropole, nous ne pouvons pas dire en France.
Là, on partit ou pas dire qu'on partit en métropole, ou dit, on va partir pour France. Mais vous voyez cette expression-là seulement? C'est l'expression des peuples. Oui, mais vous voyez parler comme ça seulement, ça change la fréquence. Soit le pays s'appelle la France, il ne s'appelle pas métropole, il ne s'appelle pas hexagone, il s'appelle la France. Vous changez de fréquence et automatiquement vous vous êtes mis à un autre niveau. Donc c'est le poids des mots est important, c'est pour ça que la lecture est importante, et c'est pour ça que c'est l'esprit qui met de quoi. C'est joli ça. Bon, donc si, et c'est ça la spiritualité, c'est-à-dire, est-ce que j'utilise les mots de l'autre qu'il m'a inculqué, qui m'a fait le lavage de cerveau, donc je suis soumis, ou est-ce que j'impose une autorité vocable, intellectuelle déjà, pour qu'elle rayonne sur le plan matériel, sur le plan organisationnel, sur le plan économique. Parce qu'une économie est d'abord une vision du monde. Elle n'est pas simplement des échanges, simplement de marchandises. La marchandise est créée en fonction de comment va le monde. Est-ce que par exemple je crée, comme a fait un Ivoirien dernièrement, des produits phytosanitaires respectueux du sacré de la vie, ou bien je suis chez Monsanto, qui détruit. Donc ça veut dire que ton ingénierie, ta manière de produire, est fonction de ton rapport à la vie. Et c'est là qu'on constate que si on devient indépendant en ayant adopté à 100% les goûts, les habitudes de l'autre, on n'est pas indépendant. D'où les problématiques. Qu'est-ce que la véritable indépendance? Est-ce qu'elle est simplement administrative ou simplement politique, c'est-à-dire je déclare que je suis indépendant, etc. Ou est-ce qu'elle est véritablement dans trois choses? Spirituel, linguistique, parce que ta langue traduit ton langage spirituel, ton vision de la vie, et puis ta terre. Est-ce que terre c'est tard? Est-ce que langue c'est tard? Est-ce que c'est la spiritualité importée? Ou bien tu vas crier en spiritualité ancestrale tard? Je me demande est-ce que le mot spiritualité, est-ce que ça n'a pas changé les choses? Oui, alors c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de spiritualité, mais il y a plusieurs courants. Alors, pour dire les choses, les chrétiens ont plusieurs cours, les musulmans ont plusieurs cours, les chinois ont plusieurs cours, les juifs ont plusieurs cours. Ça ne n'empêche pas d'être unis. Alors nous, la spiritualité Bamileke, la spiritualité Kalinago. Dans Kalinago, il y a Ka, Kamit, Kawikera, Wanakaera, Kanaki. Donc on retrouve la racine Ka. Qu'est-ce que le Ka chez nous en Kikongo? C'est la force vitale. Et en Guadeloupe, on joue du Ka. Ça s'appelle l'énergie vitale. Et en langue nous, le mot Ka viré dans toutes les deux phases, nous Ka venir, nous Ka marcher, nous Ka parler, etc. Donc cette racine nous fonde. Est-ce que ce qui nous réunit doit être le combat contre l'autre ou bien ce qui nous fonde? Parce que tout encore c'est le combat contre l'autre qui nous unit, nous pouvons unir pour créer un bagage, pour construire un bagage. Mais on l'a construit à partir de quoi? Sur quelle base? Le problème, il est là. C'est bien de se battre. Que la femme veuille chasser l'homme qui la viole, mais avec qui elle veut vivre finalement. Donc si c'est pour vous qui savent, qui sont quand mettre en lente, qui ont fait un nettoyage, ou qu'on nettoyer terre, très bien, mais si vous savez qui sont plantés, qui savent vivre pour s'en aller. Donc c'est ça. Il faut aussi qu'on ait une confiance dans les héritages que nous ont laissés nos aïeux avant la colonisation. Avant la colonisation. Et là, je dois rendre hommage à Antonio Fiume. Je dois rendre hommage à Nusé Galaladoum, au Motunde. Je dois rendre hommage à Eugène Mona. Je dois rendre hommage à des gens qui ont compris qu'on a un héritage ancestral et que notre société doit se construire dessus. Bien, merci beaucoup de ces explications sur la spiritualité. Je vais me tourner vers M. Ferdinand, retraité,
Mais on est sur l'actualité de la Martinique et du monde. Alors, M. Ferdinand, la Martinique, où en est-on? On est dans l'eau. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Hein. D'abord, je remercie la fréquence plurielle. Oui, fréquence plurielle. Ça, c'est ce qu'on doit. Je salue avec beaucoup de respect Outé, le père Outé, que je connais depuis 60 ans, au moins, plus de 60 ans, et pour le travail qu'il continue à fournir. Ça mérite un grand salut, un grand respect. Et je demande aux auditeurs de prendre acte que nous avons, comme disait Olivier Vérisson, le patriarche qui est là avec nous. Bon, je vais rebondir sur un certain nombre de choses. On a parlé de sémantique. Alors déjà, tu as parlé de la CTM, la collectivité territoriale. Moi, je ne dis pas collectivité territoriale, je dis colonie territoriale de Martinique. C'est-à-dire que tout le monde admet à présent que le système colonial, c'est lui qui sévit, qui continue de sévir en Martinique, qui n'a jamais eu qui nous impose de décolonisation. Absolument. Il y a beaucoup à dire. Ce qui, pour moi, caractérise actuellement la situation en Martinique, c'est déjà cette domination coloniale, nous l'avons évoqué, mais une répression sans moment. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a en prison un certain nombre de militants. Il y en a qui, comme Auduc Petitot, qui font des alliés virés en prison, qui sont toujours sous la menace de se retrouver en prison. Il y a des procès bientôt là. Il y a Kezia qui a été massacré par les gendarmes français. C'est leur habitude, hein, et qui doit passer en procès justement à Paris, puisqu'on n'ose pas faire le procès à Martinique pour ne pas mobiliser les gens, donc il y aura procès à Paris. Il y a même Marie-Jeanne, hein, tu as parlé de Marie-Jeanne, qui est toujours persécutée pour les histoires de soutien, de solidarité. On est à la rue de la solidarité avec la Dominique. Son procès aura lieu incessamment, sous peu. Il y a Baramine, que tout le monde connaît, qui est toujours en prison. Et des camarades qui sont simplement en lutte pour le scandaleux non-lieu qui a eu lieu sur l'histoire du chlordécone et puis toute autre chose. Du baril de Kezia, Baramine, mais il y en a d'autres hein, qui sont menacés. Bon, ça c'est la première chose. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention que nous avons dit la plaidoirie d'Olivier. Il y a une chose que je disais dans une manifestation qui avait lieu le 27 février, là, à Champs-sur-Marne. Je disais que il y a les enfants et les petits-enfants du Mumidum. Nous, c'est les enfants du Mumidum quelque part, même si nous ne pas passer directement par le Mumidum. Mais il y a les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui sont là. Mais j'ai constaté que, non seulement, naturellement, les Français ne connaissent rien de ça, le Mumidum, hein, les camarades, même des militants, ils savent. On leur dit pas. Oui, ils découvrent. Mais même aussi les afro-descendants, les Antillais, ils ne connaissent plus le Mumidum, c'est fini. Alors que nous avons vécu vraiment des choses. Alors, Olivier Vérisson a parlé aussi des ancêtres, des aïeux, etc., des pratiques ancestrales, tout ça. Moi, une chose sur laquelle j'attire l'attention des Martiniquais, c'est, vous savez, le culte des morts. Tu as parlé le culte des ancêtres. Mais il y a une chose qui est importante dans nos traditions. Je ne sais pas si les Français, les Européens ont cette même pratique, mais c'est le travail de deuil. Bien sûr, ça existe dans toutes les sociétés. Mais nous avons une pratique d'honorer les morts, là, tout simple, vous avez le culte des morts, tout ça, mais il y a une chose, quand quelqu'un meurt, on a besoin de voir le corps. On a besoin de rendre hommage au corps. Nous ne savons pas, à ce jour,
où sont enterrés, par exemple, les insurgés de 70. J'ai été vraiment stomaqué il n'y a pas longtemps quand un ancien élève, qui est un descendant d'insurgés de 70, me demandait où sont enterrés les fusillés, les gens qu'on a fusillés avec les... J'ai fait des recherches avec les historiens, tout ça, nous pas ça. Ce qu'on a retenu, c'est qu'on les a peut-être jetés aux chiens. Et le cadavre, quoi. Il n'y a pas eu de funérailles, il n'y a pas eu d'enterrement, etc. Donc, je dis souvent, pour résumer, parce que c'est pour internet, ça nous parler longtemps, le peuple martiniquais, pas seulement martiniquais, mais la population n'a pas fait le deuil de son histoire. Nous n'avons pas l'hommage. Bon, ça c'est une bonne chose. Mais je parlais de répression. Je témoignais au procès des camarades qui avaient fait une éruption chez JM, là, qui avait demandé qu'on enlève les étiquettes esclavagistes sur les bouteilles de rhum. Et le procureur m'avait interpellé. Je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas égrener toutes les répressions, tous les assassinats, tous les massacres de peuple martiniquais qu'il y a eu, hein, mais on va prendre quelques dates comme ça. Bien sûr, 48, 70, 1900, jambé, hein. Les Trinités, les Bassignac, les trois morts. Le Lamentin, décembre 59. Je connaissais les jeunes qui a été tué il était au lycée, j'étais au lycée à l'époque. 74, bien sûr, etc., etc. Gérard Nouvet, un jeune homme qui a passé, qui a dit, tu veux un sandwich? Il lui donne une grenade dans la tête et le tue. Il n'y a jamais eu ni condamnation, ni procès, rien du tout. Et j'ai fait une demande avec une historienne que je peux nommer Roland Posfort. On a déposé un dossier auprès de la responsable de la colonie territoriale de Martinique, la CTM, Madame Casémius. Nous lui avons dit qu'il faut créer un mémorial des victimes de la répression coloniale. Il faut créer... Il y a le mieux des faits pour la nouvelle génération. Bien sûr, il y a pour faire le travail de deuil. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous faisons travail de deuil là. C'est-à-dire qu'on est en train de... Déjà, on en parle. Bon. Et puis, d'autant plus que ce que je dis, la population martiniquaise, le peuple martiniquais, avec d'autres aussi, a vécu un certain nombre de traumas, de traumatismes, sanglants, féroces. Le premier, c'est le déracinement. On a été déracinés de nos ancêtres, de nos pratiques. Quand je fais des recherches avec mes élèves, quand je faisais sur les registres d'individualité, c'est-à-dire quand on a donné les noms, on avait des textes, des registres sur les registres. L'esclave inscrit sous le matricule avec un numéro, né en Afrique, on ne sait pas. Ça, c'est le premier trauma. Le deuxième, naturellement, c'est l'esclavage, je ne vais pas m'étendre. Le troisième, c'est l'éruption de la montagne Pelée. Bon, certains disent aussi l'insurrection du Sud, où il y a eu des massacres dans notre région. Près de 10 000. Et puis, la guerre 14-18, moi je sais que j'ai un ancêtre qui est enterré dans la Somme, dans le fosse là. Et, comment dirais-je, et puis il y a le Mumidum. Le Mumidum, c'est un génocide organisé. Alors, je profite de votre antenne pour dire aux auditeurs, l'article 1 de déclaration du Mumidum dit que le Mumidum a qualité de commerçant. Il est inscrit au registre du commerce. Alors à l'époque, quand on manifestait un peu partout, même dans Paris, on disait, mais qui c'est au Caverne? C'est un commerçant. Et puis il y avait Michel Debré, Premier ministre de la Réunion, qui a créé ça. Il y avait Jean-Marcel Jeanneney, qui était ministre des domestiques, puisque je te rappelle le quiz du Ocre. On formait les Antillaises à comment dirais-je, à des domestiques, quoi. Bon, et puis il y avait, c'était sous l'égide du ministère des Domestiques, des colonies, quoi.
Et puis, du ministère des Finances, Valérie Giscard d'Estaing, qui vendait des nègres, qui vendait, et puis quelques oreilles de la Réunion, parce que j'ai dit des oreilles de la Réunion. Donc, et puis, actuellement, ce que nous vivons, c'est-à-dire véritablement ce que Césaire a appelé le génocide de substitution, comme Olivier insiste sur l'impact psychique, psychologique de tous ces traumatismes sur notre comportement, sur notre conscience, je crois qu'il faut éclairer ça. Alors, bon, je pourrais m'étendre longuement là-dessus. La répression, j'en ai parlé, la prison. Tu as parlé de Servat. Alors, je fais un clin d'œil. Servat, quand j'ai vu son nom, je l'ai interpellé, je lui ai demandé est-ce qu'il était apparenté à un militant guadeloupéen qui militait avec nous justement pendant les événements de Chalvet, 74, qui était dans ma cellule d'ailleurs, qui est prof de philo à l'IME, l'Institut martiniquais d'études, qui était guadeloupéen, mais il militait ici avec nous. Puis après, il est allé enseigner à Bainbridge, et bon, finalement, il était avec Macron. C'est Olivier, il était avec Macron, et puis il a laissé Macron, il a dans la liotte, ça veut dire. Et donc ils sont parents, mais c'est pas. Finalement, j'ai vu qu'il a rendu hommage au Servat dont je parle, c'est-à-dire Cyril Servat, Raoul Cyril Servat, qui a créé une expression que je vous demande vraiment de prendre en compte. On parle beaucoup d'indépendance, mais lui, pour faire passer les idées d'indépendance, il avait inventé l'expression il faut que nous ayons le sens du pays. Et le mot pays, c'est un mot dense, hein, qui veut dire le bagaille, quoi. Bon, le travail de récupération de notre personnalité, identité, ça, qu'on nous l'est, je rends hommage aux militants qui sont actuellement en train de lutter. Alors, la vie chère, bon, on peut toujours discuter, hein, c'est pas une lutte pour acheter plus dans les libres-services, etc. Mais c'est le fait, moi, j'ai toujours retenu en tant que vieux militant marxiste, tout ça, que la jeunesse, c'est la flamme de la révolution. Et le fait que ces jeunes, les jeunes en particulier, là, les Odg, les Gladys, les Rodrigue, tout ça, se soulèvent, c'est déjà un travail pour de moi. conscience. Oui, on peut critiquer ça, on ne se gêne pas hein, pour les critiquer, pour dire tout ça, machin, mais pour moi, c'est un combat qui méritait soutien. Je pense par exemple à la motion de la honte qu'un certain nombre d'élus, y compris, je n'ai pas peur de le dire, hein, des camarades qui étaient à notre assemblée, hein, qui pas montré à Léo, hein, m'a dit qu'est-ce que ça a signé, et puis mon plaisir, et puis c'est mon temps là, quoi, ce qu'a signé, qui pratiquement demandait la répression, quoi. Oui. Et ah oui. Parce que Rodrigue Petitto avait dit qu'il va attaquer les mairies, les gens de la CTM, et puis d'autres élus, ont fait une motion pour dire que pratiquement, enfin, nous pas couillons, hein, Il n'y a que 2 élus qui n'ont pas voté. Oui, enfin, un peu plus, mais bon, c'est les 2 principaux, Francis Carole et Daniel Marissin. Ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé. Mais eux, ils étaient présents, ils n'ont pas signé. Puis il y en avait qui n'étaient pas là. Oui, par exemple, Boudol n'était pas là, etc. Bon, il m'a dit qu'il n'aurait jamais signé ça, etc. Bon. Donc, ça, je voulais que dans l'actualité, on retienne cette répression qui s'abat sur cette jeunesse-là. Et bon, c'est vrai qu'il y a des sursauts. Hein. Comment dirais-je, l'adhésion au CARICOM, je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qui s'était passé pour l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Quand je vais essayer d'aller vite, quoi. Quand on a réuni les États de la Caraïbe, la Martinique était invitée, la Guadeloupe, la Guyane. Et il y avait Caram qui était
président de la région Guyane. Et les États de la Caraïbe, unanimement, ont décidé de faire une motion pour demander que les produits, les déchets nucléaires qui sortaient du Japon, qui allaient en Europe, qui passaient par la Caraïbe pour aller être nettoyés, quoi. Qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas que ça passe dans la Caraïbe, parce que si jamais il y a un attentat, une catastrophe, c'est vraiment la fin de tout. Karam, le représentant de la Guyane, voulait signer cette motion. Le ministre, le Premier ministre à l'époque, Jospin, Lionel Jospin, il a dit non, il a donné l'ordre de ne pas signer. Karam est parti, il a abandonné, il a dit si on ne peut pas signer ça, on va partir. Et la fois d'après, j'ai accompagné d'ailleurs Marie-Jeanne à ce sommet, la même motion a été représentée et Jospin, qui était toujours là, a dit qu'il ne faut pas signer. Alors nous avons fait un véritable lobby auprès de... Il y avait Michel Chevry, il y avait Marie-Jeanne et puis il y avait un Guyanais qui est décédé d'ailleurs. On leur a dit non, il faut signer cette histoire-là. Alors Michel Chevry, qui était d'accord avec nous, a dit qu'elle a appelé Jacques Chirac. Et Chirac a dit que c'est moi qui suis responsable des affaires étrangères, tout ça. Vous signez la motion pour interdire les produits nucléaires dans la Caraïbe. Et il fallait voir la tête des représentants, ambassadeurs, fossés, consuls, tout ça qui était là. Mais c'est pour montrer que ce sont des combats qui ne sont pas principal combat, mais c'est important de lutter aussi, parce que vous imaginez un produit nucléaire dans la mer des Caraïbes, quoi, c'est la fin de tout. Donc, j'ai voulu porter cette information, quoi, puisqu'on parle du CARICOM, on parle de tout ça, c'est un combat qui a été mené, j'ai suivi ça de près avec notamment Marie-Jeanne, et que la chimie a concrétisé là dernièrement, mais enfin bon, c'est un combat qui n'est pas facile. Bon, alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question que je me pose en tant qu'ancien militant de l'immigration, pendant un certain nombre d'années, j'étais président de l'association des étudiants, je militais à l'ACDAC, tu appelles le LACDAC, en 68, tu étais à Paris, toi, tu étais à Paris, on a mené des actions. Je suis à Paris depuis 52. Tu te rappelles les actions qu'on a menées à Jeune Guyane, à la MITAG, tout ça, bon. Et il ne faut pas confondre la MITAG et l'ACDAC, hein, c'est pas pareil. Ouais. Et donc, on a, je me pose la question de quel devenir pour, je prends un mot, peut-être passe-partout, pour la diaspora afro en France. Je vois les manifestations que nous avons organisées l'année dernière avec Arom, Théo était là, il y avait, je sais pas moi, 500, 600 personnes, c'était plein quoi. Je sens qu'il y a chez les afro-descendants qui sont en France, je sens qu'il y a une volonté de se retrouver, de communier, de faire des actions, mais... Peut-être qu'il manque un ciment quelconque, quoi. Et ça c'est la question que j'espère que... Peut-être que le ciment, peut-être que le ciment, et peut-être ce qu'on est en train de voir par rapport aux conférences qu'on a faites, et par exemple, le salon de samedi, il est complet. Il est complet. Ah non, mais il faut... Donc pourquoi il est complet? Parce que de la même manière que je suis passé dans certains quartiers, à l'instant, où j'ai vu une association de la culture chinoise, avec donc le nouvel an chinois. Donc le chinois, même quand il est en diaspora, ce qui le réunit, au-delà de l'aspect économique des restaurants, des boutiques, etc., il y a un fondement que chacun va appeler comme il veut, mais que chacun va appeler culturel, spirituel comme il veut, mais il y a quelque chose qui va au-delà d'un aspect purement économique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes de la diaspora, que je vais appeler noire, de tout horizon confondu, peut se retrouver, c'est des événements
et même, et je vais même dire des pratiques, ce qu'on a eu comme questionnement hier soir, par exemple, à la bibliothèque mairie, c'est, je me réveille le matin, qu'est-ce que je fais? J'ai laissé la spiritualité imposée par le code noir, par ces articles du code noir, parce qu'il faut le dire, hein, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que nos ancêtres sont devenus de telle ou telle confession par la brimade, par le viol, par la torture, par le fouet, par de l'eau pimentée sur les plaies, etc. Et on le trouve dans les écrits du Père là-bas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont peut-être à 6 h du matin se dire, tiens, on va descendre dans le jardin de l'immeuble, on va faire notre libation. On va faire notre pratique. Et ça va réunir des gens, ça va peut-être rencontrer des gens qui vont se retrouver dans des pratiques qui leur ressemblent. Parce que je pense qu'il y a un point, c'est qu'on peut se réunir quand il y a quelque chose à régler. Chlordécone, vie chère, injustice quelconque. On va se réunir. Mais ce sont des réunifications qui ne touchent pas à la vie forcément quotidienne. Ce sont des causes à un moment donné. Tandis que quand je regarde le Nouvel An chinois, quand je regarde les habitudes culinaires et vestimentaires, etc., ça réunit au-delà d'une cause ou d'une injustice, etc. C'est-à-dire que ça, et c'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire comment je vis dans mon environnement, comment je vis avec ma communauté, pourquoi faire, comment je la manifeste, comment je la rayonne. Donc c'est peut-être une clé. Et pour revenir sur un aspect que tu as abordé et qui me semble fondamental, nos ancêtres qui se sont battus contre la vie chère déjà par le passé. Tu as parlé de 1900. 1935. Bon, parce que beaucoup de personnes, tu as raison, ne sont pas au courant de tous les combats menés et qu'il ne faut que se répéter. Là où tu as raison. Oui, c'est un handicap parce que, et d'ailleurs, même certaines générations disent on n'a jamais vu ça. On a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'est pas très juste. Et c'est pas totalement respectueux non plus des combats déjà menés. Et c'est en ce sens que nous, quand on parle d'ancestralité, c'est ça. Et tu as fait quelque chose qui est très juste. Nous sommes ici avec un doyen. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. Un patriarche. Pour moi, tu es un patriarche. Mais je te respecte en tant que tel. Mais non, mais écoute. Je signale que c'est toi qui m'as lancé. Ah non, mais il faut que les auditeurs le sachent. Eh oui, je n'ai pas... Il faut être juste... J'ai noté ça, mais enfin, j'ai dit, bon, c'est pas... Tu m'as lancé en radio au moment des emplois jeunes. Ouais. Oui, je faisais une émission tous les mercredis pour parler de ce qui allait, de ce qui allait pas, etc. Et de la perspective. Bon, oui. Bon, c'est toi. Donc, je ne sais pas pourquoi tu m'as repéré, mais enfin, bon. Alors, bon, au vocabulaire d'ailleurs. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir que moi, je suis né en France en 1974 de parents qui étaient venus. Mon père avait réussi un concours de la poste. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire le bimidome. Et là, actuellement, ça s'appelle l'ADOM. Donc, ça n'a pas changé. Il y a eu l'ANT et puis l'ADOM. Donc, les choses n'ont pas changé. Ça change de nom. Mais ça ne change pas. Et les perspectives, qu'est-ce qui se passe? Au collège, 8 enfants sur 10 rêvent de partir. Ça, c'est un problème. Le gros problème aujourd'hui, c'est que l'avenir, même pour les parents, c'est de partir. À partir du moment que vous avez un pays qui se vide, ils ont même, on peut mener tous les combats qu'on veut, tout ce qu'on veut. Si aujourd'hui on a un pays qui se vide, on ne peut rien faire. Donc même au niveau, et c'est là que la partie structurelle est importante, au niveau de la natalité, etc., comment tu te perçois en tant que femme ayant un enfant, etc. Est-ce que c'est un obstacle? Etc. Donc là, c'est important. Donc je veux dire que ça va loin de la réflexion, et quand tu poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, excuse-moi, mais pour repeupler notre pays, et là, nous venons de faire une manifestation au Diamant, le jeune qui nous a fait visiter le complexe immobilier qui est revenu en Martinique sous le label Retour au pays. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il n'a rien reçu. C'est-à-dire que ça, c'est encore une illusion. Et que c'est heureusement qu'il y a l'aspect familial et un aspect sentimental, pour le dire très clairement,
qui a fait qu'il s'est battu, que la famille, sa maman notamment, lui a donné un coup de main, etc., pour qu'il puisse aboutir à son projet. Mais si il revient avec des promesses non tenues par ceux qui prônent le retour au pays, on a un problème. Donc là, ce que nous faisons aussi, c'est que nous, par nos différentes actions, nous promotionnons le fait que des gens aient de la terre en friche. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ont de la terre en friche. Eh bien, nous sommes contents, comme par exemple au Lorrain, quand nous avons quelqu'un qui laisse son métier ici, qui retourne à sa terre, qui porte du cacao. Ça a été difficile les 3 premières années. Et puis aujourd'hui, il est dans la filière cacao. Comme on dit, belle nègre. Quand il dit belle nègre, je le dis volontairement pour montrer qu'il y a des possibilités. Et que le retour au pays n'est pas un retour miséreux, forcément. Et qu'aujourd'hui, si le béquet rachète de la terre, c'est parce que la terre est la principale richesse d'un pays. Il y a un point que j'aimerais bien que la diaspora, quand on est si c'est du pour employer, en tout cas que les immigrés, parce que c'est ce qu'on disait avant, les immigrés antillais, etc., AGR, en tout cas dit Antilles, Réunion, etc., j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé à enseigner, parce que du moins retraité, les classes, il y avait 30, 40 élèves, quoi. Et puis, petit à petit, sous l'effet du bumidum, et puis des départs volontaires aussi, hein, enfin, je suis cité, je voyais que, au lieu d'avoir 40 élèves, 30 élèves, j'avais 17 élèves. Alors, 20 élèves. Alors, je disais aux enfants, et les chaises vides, les tables vides qui sont là, ils sont pas morts, hein, ils sont à Bobigny, ils sont à Saint-Denis, c'est le génocide Grand Pan qui a commencé avec le bumidum, et puis qui maintenant, alors à l'époque, je me souviens dans les années 70-80, la population de la Martinique avait diminué. Dans toutes les communes, on avait une diminution de la population. Et ça avait repris, ça avait freiné un moment, machin, et puis c'est reparti, c'est-à-dire qu'actuellement, nous perdons, je crois, 20 000 personnes chaque année, quoi, en Martinique. Si ça continue, pas si ça continue, nous risquons d'y trouver comme nous, et puis la moitié de la population actuelle, machin. Et c'est ça c'est le traumatisme aussi, hein, parce que il y a, vous savez ça, il y a la propagande, la promotion actuellement en France, là, pour que les gens, les Caucasiens, les Européo-descendants viennent s'installer en Martinique. Et curieusement, on ne fait pas la promotion pour les Antillais qui vivent ici, on fait la promotion donc, ça s'appelle le colonialisme. Hein? Et j'aime bien recentrer. La question physique, spirituelle, c'est très important. Mais l'objectif, c'est le pouvoir. C'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que, est-ce que nous allons laisser nous les rescapés du génocide, quoi, en Martinique et ici aussi, hein, est-ce que nous allons laisser le pouvoir colonial génocider comme ça notre population, notre jeunesse? Tu parlais de la fertilité des enfants, tout ça. Comment allons-nous régler le problème? Et je pense qu'il faut un certain nombre de dispositions qui sont à l'étude, hein, qui sont en œuvre. Hein. Les organisations politiques, syndicales se rendent bien compte que s'ils ne réagissent pas, on va dans le gouffre. Hein. Donc, il y a un effort qu'il faut reconnaître de toute forme. Hein, ce que fait Bérisson, moi c'est presque un œcuménique dans le domaine, c'est-à-dire que je pense qu'il faut encourager toutes les initiatives, toutes les énergies pour créer quelque chose. Quand Machette et Gagné qui conquête la Guadeloupe, la Guadeloupe malado, il faut que nous sauvions le pays. Hein. La Martinique aussi. Il faut que nous sauvions la Martinique. Alors, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Tu viens de dire quelque chose, et tu as raison de dire, tu as parlé du communisme, mais en fait, on appelle ça holistique, c'est-à-dire que tout est lié. Il n'y a pas un qui va sans l'autre. Sans le pouvoir alimentaire, tu ne règles pas le problème des perturbateurs endocriniens qui influent sur la fertilité. Donc le pouvoir
Et pourquoi je veux retourner au pouvoir alimentaire? Donc, c'est mon rapport à la terre. Est-ce que ce qui est produit et ce que ma terre me permet de planter est bon pour moi, est bon pour ma santé, et donc est bon pour ma fertilité? Ou est-ce que ce qui vient de l'extérieur, ce qu'on appelle des produits morts, donc qui ne sont pas vitalisants, c'est là, la partie spirituelle n'est pas déconnectée de la partie économique. Hein. Si aujourd'hui, là on fait l'expérience, nous, depuis qu'on est là ici, les mêmes produits vendus en France et vendus en Martinique, ceux qui sont vendus en Martinique sont de 10 fois moins de qualité. Les mêmes. Donc, ce qu'on a est moins cher ici. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent dedans en termes de produits OGM, de perturbateurs endocriniens, etc. Il y a des études qui montrent que pourquoi ils mettent plus de sucre, pourquoi ils mettent plus de sel, pourquoi ils mettent plus de gras. C'est parce qu'ils savent que ça contribue au génocide. Donc, quand nous on parle, c'est pas seulement sur une partie de la pratique, j'allais dire, spirituelle avec les ancêtres. C'est que l'ancestralité, c'est ta connexion qui te permet justement d'être un créateur permanent, c'est-à-dire créateur dans ta vie sentimentale, sexuelle, donc de fertilité et d'engendrement, mais créateur intellectuel, créateur psychique, créateur entrepreneurial, etc. Parce qu'il est prouvé, et des études ont été faites aux États-Unis en 1980-81, ils ont donné aux prisonniers des fruits au lieu des barres énergétiques, etc. Ils ont constaté que en termes d'agressivité, il y avait une réduction, mais en termes de productivité intellectuelle. Donc l'alimentaire n'est pas seulement une source simplement, j'allais dire, nutritive. Elle est aussi une source énergétique, fréquentielle. J'en veux pour preuve. La même plante qui, c'est ça l'aspect des salons que nous faisons, etc. La même plante qui a des vertus en termes de thé, en termes médecine, etc., a des vertus aussi en termes spirituels. Et bien le même aliment, l'igname, c'est pareil. Le fruit à pain, c'est pareil. La patate douce, c'est pareil. C'est pour ça que se rattacher à sa terre, à ce que ta faune, ta flore, ta culture produit, automatiquement te rattache à la terre. Un enfant, je vois la différence avec mes enfants et moi. Mes enfants sont nés à domicile, dans l'eau, sur la terre ancestrale des parents. J'y tenais parce que moi, je suis né en France. Je vois l'attachement. Je vois Qu'est-ce que ma fille m'a fait comme cadeau à un anniversaire? Un jour au monde. Qu'est-ce qu'elle a? Oui. Donc, non, mais voilà, ma fille a 22 ans. Je me permets de te dire que, par exemple, je te rejoins complètement dans la mesure où, par exemple, mes propres enfants, parmi mes enfants, eh bien, il y en a deux qui ils ont des fonctions professionnelles dans la santé, etc. Mais ils ont leur jardin, ils ont leur cabri, leurs moutons, leurs poules, leurs œufs, et ils passent. Ils sortent de l'hôpital de la veille, qu'entrés à deux jardins avec mes petits-enfants, etc. Donc, parce que le pouvoir d'un peuple, c'est est-ce que tes habitudes. Parce que lorsqu'un colon vient quelque part, il importe des symboles, il vient imposer ses habitudes culinaires, alimentaires, sexuelles, intellectuelles, psychologiques, religieuses. Donc, en fait, il te colonise, mais non seulement sur une partie visible, mais sur une partie qui apparaît comme invisible. Si on veut nous retrouver notre pouvoir, il faut aujourd'hui manifester la même chose dans tous les domaines. Et ce que j'ai dit et ce que je vais redire partout où je passe, où on me donne la parole, la diaspora doit être le relais, comme la diaspora chinoise l'est ici, comme la diaspora libanaise ou pakistanaise le fait. Et excuse-moi, c'est du Pakistan qu'on voit ici, c'est du chinois qu'on voit ici. Et donc on doit voir aussi nous ici. Surtout qu'il y a une parce que quand le français ou l'Occident va ailleurs, il s'impose. Hein. Il y a des quartiers, le quartier français, en Guyane, c'est frappant. Bon, donc je veux dire que, et l'histoire du Capest en Martinique, etc., où
vous vous rendez compte qu'avec la grève de 2009, un Béguin était capable de dire dans un média Canal+, ça m'étonne, mais il a été capable de dire qu'on ne se mélange pas, que nous sommes la race la plus pure, même plus pure que les Français. Donc, à un moment donné, ce que je suis en train de dire, c'est que il a fait, ça n'a pas posé problème. Si c'est nous qui avons posé problème, nous racistes, nous, tout qualité bagaille, etc. Donc, à un moment donné, non, il faut s'organiser et puis manifester ce que nous sommes. Le pouvoir n'est pas seulement politique au sens, j'allais dire, quel que le colon l'a voulu. Tu as le pouvoir quand tes habitudes, tes goûts et tes habitudes font une économie qui fait que l'autre n'arrive pas à entrer dedans. Enfin, nous avons des expériences, justement, nous avons des expériences que nous avons vécues. Tu as connu Gérard Sainte-Rose? Non, tu n'as pas connu. Bah, il travaillait au PTT à ton époque. Hein, j'ai travaillé au PTT aussi. Donc, on était, et quand il est rentré en Martinique, il a laissé le PTT, et puis il a fait un travail mais gigantesque. Il continue. Il était avec nous dimanche, samedi. Il continue. Donc, Gérard, si tu veux, il était avec nous, les étudiants, il nous prêtait sa voiture pour aller dans des congrès, dans des manifestations, des séminaires, tout ça. Et puis, il s'est investi, quoi. Donc, c'est un peu la piste que... Avant de conclure, j'aimerais dire quelque chose qui me tient à cœur. D'une part, la question du transport en Martinique. Transport. Et d'autre part, ce fameux drapeau qui a fait tant parler, où ça en est? Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Ah ben ça se termine. Hein? Ouais, le drapeau, je ne sais pas si tu le sais, c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'en 63, lors du procès de l'OJAM, 3 personnes. Victor Lessort, qui a dessiné, Désiré, qui était avec lui, qui a proposé le noir à la place du jaune, et René Kouaï, qui lui avait passé les pinceaux pour dessiner le premier drapeau. Mais il avait fait en bonne verticale. Et comme ils avaient été condamnés prison ferme et puis aussi, il était pratiquement interdit, même en ville à l'époque, disait qu'il ne fallait pas publier le drapeau. Donc nous, on ne connaissait pas le drapeau, j'étais en France à l'époque, enfin un peu plus tard, j'étais en 64, mais je ne connaissais pas le drapeau. Et même le sort il a dit qu'effectivement, il n'était pas question de publier ce drapeau-là, le drapeau en bonne verticale. Bon, et il se trouve qu'en 68, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que on aura l'occasion de revenir là-dessus, Cabo Masson et moi, avec d'autres camarades qui étaient avec nous là, qui avaient Rodolphe Ramos, que tu connais, Ernest Boller et Marie-André Mancé, nous avons dessiné le drapeau tel qu'il est actuellement. Et curieusement, une parenthèse, la municipalité de Fort-de-France voulait donner le nom de Marie-André Mancé, qui a cousu le premier drapeau, à la rue Blénac, hein, c'est parti à faire. Bon, ils ont eu un entretien, je ne sais pas où on en est, le maire était d'accord, mais il y avait des obstacles. Et puis, nous avons popularisé le drapeau, donc en 68, tel qu'il est actuellement à Paris, lors d'une manifestation justement, place Clichy, Barbès, tout ça. Une autre encore, on avait fait les usines Renault jusqu'à Barbès, tout ça, on avait manifesté, peut-être que tu étais là, hein, machin. Et puis, on est arrivé en Martinique, on a commencé petit à petit à le populariser. Et en Semal, ça a fait un vrai big bang en l'imposant à la mairie de Sainte-Anne, ce qui a permis de relancer. Même s'il y avait des trucs, on avait fait la voie du peuple, on avait fait Simao, on avait fait Premier à Trinité en 1974, c'est reparti. Et puis, là, actuellement, je vois que principalement les jeunes, quoi, ils ont pris le drapeau et puis ils en ont fait le flambeau de notre identité. De notre identité, que la CTM a été obligée, je dis comme ça, d'adopter officiellement, quoi. Et j'ai vu, même à Paris, là, il y avait un carnaval dimanche à la place de la République. J'ai vu les jeunes avec le drapeau, tout ça, bon, ça
Ça m'a fait quelque chose. Ah, mais ça fait du bien. Ça m'a fait quelque chose. Oui, moi, je me souviens que Et puis, j'ai la chance. avec le drapeau au Saint-Esprit. Bon, c'est-à-dire que, ah oui, quand j'ai participé à la fête patronale en tant que conseiller municipal de l'opposition, le premier même à marcher dans une fête patronale dans les lieux du Saint-Esprit, une commune relativement conservatrice, en tout cas au niveau des élections municipales, avec le drapeau. Mais en tant qu'ancien président de la SOPAMA aussi, j'ai la chance et l'honneur d'avoir été le président qui a instauré en Assemblée générale le drapeau. Et je me souviens qu'il y avait un match de football Martinique-Guadeloupe à la place d'Armes, et nous avions décidé de montrer que nous étions Martiniquais, et donc à chaque but, de soulever le drapeau. Alors par chance, ce jour-là, la Martinique a gagné 4-0. Donc voilà, il y avait Martinique première, etc. à l'époque, et donc ça aussi a contribué. Nous avions fait une vidéo à l'époque pour l'hôtel Batelière qui avait un drapeau, pas un drapeau, un fanion des 4 serpents, et nous sommes allés faire une vidéo pour dire il y a un problème, etc. Donc je pense que nous sommes plusieurs à avoir contribué, et je salue les générations précédentes qui ont eu le courage dans un contexte plus difficile que le nôtre, parce qu'il faut le dire, et d'avoir instauré ça. Maintenant, c'est vrai que à Moun, on nous ajoute une touche, c'est que voilà aussi, même ceux qui l'ont fait précédemment, on a des vertus, j'allais dire, de goût et d'habitude ancestrale à travers les couleurs choisies. C'est-à-dire qu'une couleur représente quelque chose. Au-delà même de marquer une identité politique, c'est une identité, j'allais dire, spirituelle importante. Et donc voilà, et ça c'est un élément important. Donc, nous, je ne vais pas m'étendre, mais enfin, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Et ce qui, je peux dire au niveau du transport, parce que tu as posé la question, tu organises le transport en fonction de comment tu vois ton territoire. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a de gros problèmes sur l'organisation, même s'il y a une amélioration dans le sud, avec Sudlip, qui fonctionne relativement bien quand même, il faut le dire. Mais c'est vrai que au niveau du centre et du nord, c'est des fois compliqué. Alors pourquoi? Parce que je ne sais pas si le lobby des véhicules, on sait à qui ils appartiennent, les concessions, n'a pas intérêt non plus à ce qu'il y ait un transport qui te porte de Sainte-Anne à Basse-Pointe ou à Grande-Rivière dans la journée, que tu puisses revenir, aller venir. Là, pour l'instant, ça, c'est pas possible. Je voulais, Oui. seulement, on va conclure là peut-être. Donc, le mercredi 12 mars à 19h, au 5 avenue Velasquez, il y a un film Sous la cendre le feu qui a été tourné à partir des événements de 74 ans, très rapidement, parce que c'est vrai. Il y a une photographe qui est venue en Martinique en 72. Elle faisait des photos sociétales. Et puis Manville l'a fait revenir au moment de la grève de 74, et elle a fait entre 2500 et 3000 photos. Et donc, à partir de là, on a fait une exposition en Martinique, et au musée, là, mais c'était compromis par les événements à l'époque, en face du commissariat. Et puis, il y a un film, donc ce film-là, Sous la cendre le feu, c'est Betty Raffaelli, elle a ton âge, hein, elle a 91 ans, et elle était actrice, elle qui a fait les photos, et son assistant, j'étais avec lui hier, ils ont fait ce film passe le mercredi 12 mars à 19h, je vais t'envoyer l'invitation. Et puis un autre film aussi, c'est le film sur France Fanon qui sera projeté ici le 2 avril. Bon, d'accord. Ouais. Donc mais ce film-là, le 12 là, bientôt quoi. Je pense qu'il faut c'est un condensé des photos que cette dame a fait. Rapidement, vous voulez vous rapprocher? Si, pour parler de votre librairie, rapidement. On a une dame qui est responsable de la librairie. Oui, bonjour à tous les auditeurs et merci à Radio Fréquence Paris Pluriel aussi de me donner la parole très rapidement parce que c'est la fin. Donc je suis Zamba de Mahakem Édition. Donc ma librairie se trouve à La Courneuve. Je travaillais pendant une bonne vingtaine d'années avec Jalala Omotunde et Dumbi Fakoli aussi qui a voyagé fin septembre. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces livres-là sur place à La Courneuve en région parisienne. Merci beaucoup.
on aura l'occasion de l'inviter pour nous parler plus amplement. Eh bien voilà, l'émission se termine. Je vous remercie. Mes invités riches en informations nous a donné un maximum, en espérant les revoir à nouveau parce que l'actualité continue. Il y a tellement de choses à dire, surtout M. Bérisson, avec ses explications fouillées qu'on découvre. Merci à eux et bon vent à vendredi. Bon week-end à vous. Merci. Sur Fréquence Plurielle 106.3. Encore longue vie, encore longue vie. Respect pour Michel. Respect. Merci. Respect aussi, M. Ferdinand. Respect pour M. Bérisson. Nicole, j'espère que tu as... On t'a même oublié ça, ça fait encore jeune. C'est le mot